Please be seated. Mr. Tiger, we looked at the motion you referred to, and the chamber found it sufficient to note at this stage that it is pursuant to Rule 84 that the accused is making its statement, and then the remainder will be taken care of after his statement. I understand, Your Honor, and I wasn't disputing the court in any way. I just was concerned about the possibility of some confusion. Thank you. Thank you. Mr. Karadzic, please continue. Želeo bih da sada vidimo šta Lord Owen, koji je bio posrednik u traženju mira, govori o Markalama. Lord Owen, bivši šef britanske diplomatije, predstavlja Evropu kao kopredsednik konferencije o bivšoj Jugoslaviji zajedno sa gospodinom Stoltenbergom, predstavnikom Ujedinjenih nacija. 12. februara uveče 12-orica ministara inostranih poslova su primili izveštaj koji smo mi fotokopirali, a posebno paragraf 7 koji... Le juge Kwan, Monsieur Tiger, nous avons étudié la requête que vous avez mentionnée et la Chambre a trouvé qu'il était en fait suffisant que conformément à l'article 84 que l'accusé pouvait faire cette déclaration et que le reste serait traité par sa déclaration. Monsieur Tiger, je comprends tout à fait, Monsieur le Président, et je n'avais aucun argument à ce sujet à l'attention de cette Chambre d'audience. J'étais simplement préoccupé par la possibilité de ce type de confusion. Merci, le Président. Très bien. Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer. Monsieur Karadzic, je voudrais maintenant que nous allions à une vidéo où que nous parlions de Lord Owen, qui était le médiateur pour les pourparlers pour la paix. Et je voudrais que l'on commence par voir ce qu'il a dit au sujet de Marcalais. L'interprète en voix off. Le soir du 12 février, nous avons reçu des rapports, ainsi que le 5 février. Lord Owen a écrit sur sa position et sur les bombardements qui avaient été lancés et qui étaient situés à environ un demi-kilomètre dans le territoire tenu par les musulmans. Nous avons mesuré la ligne de démarcation qui sépare le territoire de l'armée de la République serbska. L'accusé. Vous voyez, messieurs les juges, madame le juge, que dans ce prétoire, il y a une multitude de choses similaires et que de l'autre côté, il y a notre propre peuple qui devait également gérer cette situation. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur encore un autre subterfuge de ce type qui a causé beaucoup de dégâts concernant l'accusation et ce qu'elle essaye donc de tirer de cela. La vidéo est jouée, la voix off. Toute personne qui essaye de prouver son innocence dans cette affaire a bien sûr sa propre version, la victime, et puis également les agresseurs. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Lord David Owen est venu en Bosnie-Herzégovine en août 1992 pour remplacer Lord Carrington en tant que médiateur pour la communauté européenne et avec la réputation d'un critique très tranché des Serbes de Bosnie. Mais Lord Owen a très rapidement appris que les forces musulmanes avaient de manière routinière organisé des subterfuges pour que l'opinion mondiale se tourne contre les Serbes. Il y a des rapports dans les médias, par exemple, qui ont accusé les Serbes d'avoir ciblé l'hôpital de Kosevo à Sarajevo. Les observateurs des Nations Unies ont en fait vu des bombes au mortier et un équipage de bombes au mortier venait de rentrer dans l'hôpital. Et les forces militaires du gouvernement de Bosnie étaient donc en uniforme et se trouvaient également dans l'hôpital Kos et dans la zone, c'était probablement des Serbes. Et tout ceci donc s'est produit très rapidement. Il y a une équipe de télévision qui est arrivée, qui a commencé à s'installer aux environs de l'hôpital. Quelques minutes plus tard, il y a eu des tirs de représailles qui venaient donc d'engins de mortier et qui ont touché l'hôpital. Et cette équipe de télévision a filmé l'attaque. Nous avons ensuite appris qu'une lettre avec des propos très forts avait été envoyée au gouvernement d'Alija Izetbegovic par le commandant des Nations Unies à
Sarajevo, le général Philippe Morillon, qui déclarait qu'il avait maintenant des éléments ou des preuves concrètes avec des témoins de ce qu'il considérait comme des actes de lâcheté. Je dois dire qu'en ce qui concerne également la Convention de Genève, elle était également mise en cause. Lorsque j'ai dit au général Morillon qui je pense, est un soldat exceptionnel dans quelque manière que ce soit, de ne pas rendre ceci public. Mais en fait, il a haussé les épaules et il a dit que c'était la manière dont lui considérait les choses. Monsieur Kadjic, le mot propagande de guerre a été utilisé. Cette propagande de guerre n'aurait pas pu être menée, toutes ces ruses n'auraient pas pu s'exprimer quant au fait que les Serbes devaient être considérés comme coupables s'il n'y avait pas eu l'aide de tous ceux qui étaient du côté de la communauté internationale. Vous verrez dans ce prétoire en temps utile à quel niveau les organisations humanitaires en sont arrivées, y compris certaines dont la réputation est très bonne. Il y a déjà eu des gens qui ont franchi toutes les lignes par le passé. Mais ici, c'est l'idée même de l'humanitaire qui a été démolie. Ces humanitaires ont espionné pour l'une ou l'autre des parties belligérantes. Ils ont menti dans des articles de presse, ils ont fait entrer en contrebande des armes et des munitions, ils ont franchi nos lignes, ils ont prétendu appartenir à ces organisations humanitaires et ont bénéficié de véhicules protégés. Et lorsque nos soldats, par la suite, ont commencé à faire preuve de suspicion et à effectuer des vérifications dans ces véhicules, eh bien, nous avons été critiqués pour comportement déplaisant à l'égard de ces organisations. Or, certains d'entre eux ont introduit des armes illégalement chez nous et ont donc été comparables à des combattants. En un mot, c'était une partie belligérante. Ces organisations étaient des parties belligérantes. Lorsque nos soldats ont commencé de façon tout à fait légitime à se défendre par rapport à ces actions de sabotage, ces actions illégales lancées par des organisations dites humanitaires qui faisaient cela de leur propre chef ou se contentaient de remettre des véhicules protégés à des parties tierces, nous avons subi cette sale guerre engagée contre nous et en sus de cette guerre dans les médias, comme l'a dit Lord Owen, eh bien, cette guerre médiatique n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous verrez pendant la présente procédure que de faux journalistes ont démoli le concept même de journalisme impartial. Vous verrez que ces faux journalistes ont mené à la mort de véritables journalistes dans un grand nombre de théâtres de guerre dans le monde entier, en réduisant à néant l'impartialité du journaliste et en abusant du devoir sacré, ou en tout cas de leur position sacrée, qui leur impose l'impartialité et leur impose de ne pas s'associer à une partie belligérante pour avoir accès à tous les lieux concernés. Et cet accès, nous le leur avons autorisé. Par exemple, il y a eu cette équipe de télévision britannique que nous avons transportée à bord de notre avion après la conférence de Londres. Nous avons amené ces journalistes sur place. Nous les avons autorisés à aller partout où ils souhaitaient se rendre. Et il y a eu le deuxième incident de Marcalais en 1992 à partir de Tornopolier. Vous verrez cette séquence qui vous prouvera que Tornopolier n'était pas un camp. C'était un centre de regroupement qui était dirigé par les réfugiés eux-mêmes. Voilà comment on a montré cette image avec les fils de fer barbelés qui a fait le tour du monde. Émission de la télévision. Ce centre était principalement utilisé par des personnes en transit qui essayaient de fuir les combats et avaient besoin d'un lieu où s'abriter pendant leur voyage. Fin de citation.
Reprise de citation. Nous n'avons aucune raison de combattre. Je suis arrivé ici avec des enfants en bas âge dans ce pré. Personne ne nous harcèle. Personne n'a levé un doigt contre nous. J'ai habité dans le village. Fin de citation. Dans ce centre, il y avait un local destiné aux soins médicaux. Les équipes d'ITN ont interviewé le docteur Idress, docteur en médecine. Citation. Nous avons choisi de ne pas placer nos caméras pour filmer dans ce secteur à l'air libre. Au lieu de cela, l'équipe de télévision est entrée dans un espace semi-clos utilisé comme lieu de stockage pour un certain nombre de produits. Au fond, il y avait des rouleaux de fil de fer barbelés et il y en avait également devant pour empêcher les vols. Notre équipe a filmé les représentants d'ITN qui se sont faufilés dans un trou de cette clôture. Quelqu'un dans la foule déclare qu'il y a un homme qui parle anglais en montrant du doigt M. Mehmet, qui dit « Je pense qu'il n'y a rien de mauvais qui se passe ici ». Question, est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? Réponse, je pense que je suis en sécurité, mais c'est très dur. Fin de citation. Donc, nous voyons deux équipes ici d'ITN qui sont représentées par le cercle bleu sur la gauche de l'écran et par le cercle sur la droite. Séquence vidéo. Cet homme est très maigre. Penny Marshall a braqué sa caméra sur l'arrière du fil de fer barbelé et elle cherche le meilleur angle de tournage. Elle veut une star pour son histoire, une histoire qu'elle va raconter au monde entier. Fin de citation. Monsieur Karadzic, Madame, Messieurs les juges, nous allons prouver par voie d'éléments de preuve que l'accusation s'efforce d'utiliser à tort un certain nombre d'éléments contre nous. Nous allons prouver que ce que nous disons est vrai. Ce lieu était un centre de regroupement, c'était un centre de transit destiné à des personnes qui n'avaient nulle part où aller en raison des combats qui se déroulaient tout autour d'eux. Donc, les éléments que nous présenterons vous montreront de façon convaincante et vous démontreront que l'accusation s'efforce d'utiliser à tort contre nous certains éléments, mais nous allons les utiliser pour notre défense. L'équipe que vous voyez est passée par un trou dans la clôture et c'est de là que viennent ces images de fil barbelés. Ces journalistes étaient entourés par des fils de fer barbelés, mais ils filmaient des personnes libres. Et nous avons souffert beaucoup à cause de cette image qui a fait le tour du monde et qui nous a punis de notre générosité. Je me demande comment Mme Penny Marshall peut dormir après avoir fait le mal qu'elle a fait en transmettant ces images un peu partout dans le monde. Mais que ces images soient diffusées dans un prétoire et que cette ruse de guerre soit utilisée dans un tribunal pour donner une image négative des Serbes permettant de condamner les Serbes, ça, c'est une question bien différente. J'ai dit que nous avions fait notre possible pour réaliser la paix et éviter la guerre. Je rappellerai qu'en 1991, la tension était à son comble. La guerre faisait rage en Croatie. Il y avait toutes sortes de malentendus. Et arrive à ce moment-là un dirigeant du Parti musulman, du groupe dirigé par Zulfir Karpašić et Filipović, qui nous dit que tout ceci est très mauvais, que ce qui est en train de se passer n'est pas bon. Est-ce que vous allez abandonner l'idée de régionalisation avec création de provinces autonomes? Est-ce que vous allez abandonner toutes les autres mesures que nous avons entreprises pour répondre aux mesures prises contre nous par le SDA? Et nous avons accepté cette proposition. Les dirigeants en question peuvent en témoigner. Ils ont conçu et proposé un accord historique avec les musulmans dans le but d'éviter la guerre. Et toute l'idée, c'était que les musulmans et les Serbes vivaient côte à côte et devaient continuer à le faire et que nombre d'entre eux auraient pu le faire
sans tomber dans la misère si l'accord avait été conclu. Comme je l'ai dit, toutes les mesures que nous avons proposées pour répondre aux mesures illégales de la partie musulmane et croate respectaient la loi et la législation et les conventions internationales. Toutefois, nous avons tout abandonné dès lors que Zulfir Karpašić et Filipović ont proposé l'idée que je viens d'évoquer. Et je pense que le moment est bienvenu pour mettre le doigt sur une illusion que l'accusation souhaite créer, car en l'absence de cette illusion, en l'absence de ce truc, le bureau du procureur ne peut m'accuser de rien. L'accusation prétend que les Serbes ne souhaitent pas vivre aux côtés des musulmans. Par ailleurs, nous faisions tout notre possible pour que les musulmans restent dans le giron de la Yougoslavie. Les Serbes souhaitaient vivre aux côtés des musulmans, mais ne souhaitaient pas vivre sous la domination des musulmans. Et ceci était pleinement notre droit. Nous ne vivrons jamais dans un régime, sous un gouvernement qui nous priverait de nos droits fondamentaux. Donc, dès lors que nous avons établi que les Serbes ont tout fait pour que les musulmans restent dans le giron de la Yougoslavie et vivent à leur côté, l'acte d'accusation devrait être abrogé. Qu'est-ce que les musulmans avaient dans la Yougoslavie de l'époque? Ils jouissaient d'une protection qui leur était due en tant que peuple. Ils jouissaient d'une protection car ils avaient leur propre république. Si les musulmans avaient dit « nous voulons quitter la Yougoslavie », on pouvait simplement leur répondre donnez-nous ce dont vous jouissez en Yougoslavie et vous pouvez partir. Comme je l'ai dit, 100% du pouvoir sur 100% du territoire de Bosnie n'a jamais été une option envisageable. Alors, si vous tirez une seule phrase de toute une allocution, et je parle de l'allocution que j'ai prononcée en personne et qui a beaucoup été exploitée, j'aimerais appeler l'attention des juges de la Chambre sur cette allocution qui a été prononcée le 15 octobre et qui concerne l'adoption sous la contrainte de la déclaration d'indépendance. De nombreux plans ont été proposés ici que vous défendez lorsqu'ils vous conviennent et quand ils ne vous conviennent pas, vous faites des proclamations politiques. Les Serbes de Bosnie-Herzégovine peuvent empêcher les Croates et les musulmans si c'est nécessaire de s'exprimer, mais nous ne le ferons pas. Nous n'allons pas vous empêcher car nous sommes un peuple fier. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas arrivé ici comme le dieu de la guerre, qualificatif qui m'a été donné par un représentant du Parti démocratique croate. Mais je vous répète pour la 100e fois que le Parti démocratique serbe n'exprime pas la volonté du peuple serbe. Il en est le porte-parole. Nous mentirions si nous vous disions que vous pouvez adopter ce plan et qu'il vous apportera quelque chose. Mesdames, Messieurs du SDA, depuis 3 mois, nous discutons librement et ouvertement au sujet d'une nouvelle forme d'organisation pour la Bosnie-Herzégovine. Peut-être y a-t-il encore une possibilité que la Bosnie reste intégrée et reste au sein de la Yougoslavie aussi longtemps qu'elle le souhaite, en tout cas pour les Serbes, alors que les Croates et les musulmans peuvent partir. C'est une solution à 3 niveaux qui peut être mise en œuvre aussi bien au niveau de la République qu'au niveau de la Fédération par création de provinces autonomes, comme cela a été proposé. Si vous refusez cela, nous pouvons nous mettre d'accord pour votre départ de la Yougoslavie par voie de plébiscite. Mais nous utiliserons le même mécanisme et les mêmes droits pour vous empêcher de nous faire sortir de la Yougoslavie. Nous n'avons pas à l'esprit une initiative destinée à changer la structure de la Bosnie-Herzégovine. Il faut que la chose se fasse par le biais d'une commission, puis par l'expression des citoyens, autrement dit par élection. J'essaye de la façon la plus calme possible de vous dire que le peuple serbe vous dit que ce que vous voulez, c'est utiliser la haie pour faire de cette république une république qui vous appartient uniquement. Ça, c'est impossible. Les Croates et les musulmans peuvent le dire pour eux-mêmes. Ils peuvent s'exprimer en leur propre nom, mais ils ne peuvent pas s'exprimer au nom des autres. Nous allons faire appel à l'opinion publique pour montrer
l'agression constitutionnelle qui est commise contre les Serbes. C'est une situation qui s'est répétée une centaine de fois. Nous n'allons plus contrôler la situation si nous suivons la voie de la Croatie et de la Slovénie. Ce serait l'enfer, un enfer qui serait bien pire que ce que quiconque a jamais vécu. Je vous demande encore une fois, et ce n'est pas une menace de ma part, je vous prie de prendre très au sérieux l'interprétation de la volonté politique du peuple serbe qui est représentée ici par le Parti socialiste, par le Parti démocratique serbe et le mouvement serbe du renouveau. Je vous demande de prendre cela très au sérieux. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Le chemin que vous ouvrez est un chemin vers l'enfer et la souffrance pour la Bosnie-Herzégovine. C'est un chemin comparable à l'autoroute de souffrance et de malheur qui a déjà été empruntée par les peuples croates et musulmans. Ne plongez pas la Bosnie-Herzégovine dans l'enfer. Ne condamnez pas éventuellement et peut-être le peuple musulman de Bosnie-Herzégovine à la disparition, parce que c'est ce qui arrivera. Des déclarations fortes ont été prononcées. Il faut donc répondre par des mots forts. Comment est-ce que vous allez empêcher qui que ce soit de ne pas tuer tout le monde en Bosnie-Herzégovine? Comment est-ce qu'on peut empêcher la guerre en Croatie alors que les Croates ont atteint leurs objectifs politiques et qu'ils considèrent que c'était le seul moyen pour les résoudre, alors qu'ils n'ont pas utilisé un autre moyen qui était tout aussi possible et qui aurait maintenu la paix? Još sam na delu koji se ovde ne vidi rekao moramo sprečiti. J'ai également dit que nous devons éviter que le chaos ne s'installe. Nous pouvons introduire l'ordre et ceci est en notre pouvoir, mais nous ne pouvons pas gérer le chaos ni le désordre. Par conséquent, et en prenant tout ceci en considération, et après avoir entendu ce que diverses autorités haut placées du monde ont dit en ce qui concerne la reconnaissance et les autres questions, on peut se demander ce que cette petite communauté de Serbes de Bosnie-Herzégovine pourrait faire, mis à part être annihilée et capitulée. Par conséquent, nous avons la possibilité de faire une distinction pour savoir s'il s'agissait d'un comportement licite de la part du HDZ et du SDA et si les droits des Serbes étaient violés ou si, se reprend l'interprète, les Serbes violaient leurs droits ou vice-versa. Il faudrait savoir si la Constitution était violée et, si nécessaire, si cette Constitution qui avait fait l'objet d'une négociation était révoquée. Et cette crise s'est développée et nous pouvons faire une comparaison de la manière suivante. Vous éclairez la lumière dans la taverne des Balkans et une fois que tout est terminé, vous éclairez la lumière. Les Serbes ne pouvaient pas se permettre que cela se produise. Je voudrais vous rappeler que la division et la partition de la Bosnie-Herzégovine est venue de l'intérieur. Et c'était principalement l'idée, est venue de l'extérieur, se reprend l'interprète. Et c'était principalement l'idée de M. Izetbegovic. Ceci sera confirmé par toutes les interceptions téléphoniques que vous entendrez. Il était seulement intéressé à avoir une Bosnie-Herzégovine, même si c'était un petit territoire, mais qui ne serait composé que d'Arabes et de musulmans, ou qui n'ait qu'une influence arabe-musulmane. Est-ce que l'on pourrait maintenant entendre la conversation entre M. Karadzic et M. Milosevic? Ce n'était pas en fait une conversation qui devait être entendue du grand public, mais là, ils parlent en fait de manière très franche et authentique entre eux. Monsieur Karadzic, ils nous ont surpris avant-hier après ce déjeuner. Ils nous ont vraiment pris par surprise. Izetbegovic a parlé de la division de la Bosnie. Et ceci de manière explicite et ouverte. Il n'a jamais été plus explicite que cela. Nous étions choqués. Nous n'y avons vraiment pas pensé.
Je ne pense pas que lui, à savoir Izetbegovic, veut se réunifier avec la Croatie. Il veut utiliser la Croatie pour quitter la Yougoslavie parce que ce qu'il aimerait, ce serait en fait d'avoir une enclave islamique dans la vallée de la rivière Bosna. Et je pense qu'il a besoin du monde arabe. Nous pensons cependant que ce serait dommage que la Bosnie éclate. C'est notre position de base. Milosevic, pas tous les musulmans ne feront ce que Alija Izetbegovic fait, j'en suis sûr. Karadzic, il est très rusé. Il ne parle pas de ses objectifs ultimes. Après avoir étudié tout ceci, l'accusation essaye de faire mon portrait comme d'un dirigeant qui a formulé et mis en œuvre ce plan criminel visant à créer une entité séparée avec une grande partie du territoire de Bosnie-Herzégovine. Ceci ne s'est pas produit jusqu'à ce que nous soyons forcés de prendre ce qui nous avait été proposé pour sauver nos vies. Ils ont dit que Karadzic était le dirigeant ultime. Mais si le peuple serbe avait vraiment eu connaissance de la situation de manière appropriée, ils auraient dit que Karadzic était en fait au service ultime de son peuple. Dans la deuxième partie de la phrase, c'est ce que l'on peut trouver. Et ce n'est pas uniquement réfutable, mais c'est également avancé dans le paragraphe 11 de l'accusation. Il mentionnait que lorsque la Yougoslavie s'est désintégrée, les différentes républiques ont opté pour l'indépendance. Je dois dire que ceci est très rusé. Les républiques ont opté pour l'indépendance parce que la Yougoslavie était en désintégration. Mais je voudrais recommander à tous, en guise de divertissement, tout ce que l'accusation a dit, vous pouvez en fait l'interpréter à l'inverse. Vous verrez que ceci est en fait très divertissant. Il s'agit d'une logique renversée, si l'on peut dire. Et ce paragraphe pourrait être compris de la manière suivante. C'est-à-dire que lorsque les républiques ont opté pour l'indépendance, c'est à ce moment-là que la Yougoslavie s'est désintégrée. Et c'est la vérité, et pas ce que le bureau du procureur dit. À savoir que la première étape a été les républiques qui se sont unilatéralement déclarées indépendantes ou qui ont fait sécession. Cependant, le bureau du procureur essaye de vous convaincre que ceci s'est produit de manière inverse. Et bien sûr, dans ce contexte, on peut parler du rôle des Serbes. Cependant, s'il est clair que l'indépendance des républiques a amené à la désintégration, tout ceci est très clair. Et encore plus, le fait que la Yougoslavie ne s'est pas désintégrée, mais qu'en fait, c'est de l'extérieur que cette désintégration s'est opérée. La Bosnie était fragmentée et la Yougoslavie s'est désintégrée. Comment la Bosnie pourrait s'aventurer sur la voie de l'indépendance sans les Serbes? Si vous regardez les cartes et les zones dans lesquelles les Serbes ont vécu depuis des temps immémoriaux, vous verrez que le SDA n'avait pas besoin des Serbes de Bosnie, mais qu'ils avaient plutôt besoin de leur territoire, les 2/3 du territoire de la Bosnie. Le bureau du procureur sait que les Serbes constituaient 1/3 de la population, mais nous y viendrons un peu plus tard, à savoir pourquoi les Serbes, qui avaient toujours été en majorité, ne se sont retrouvés comme représentant plus qu'1/3 de la population. Mais 1/3 de la population vivait sur 2/3 du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Si le SDA avait souhaité s'accaparer les territoires serbes, le bureau du procureur
aurait pu avoir une preuve excellente grâce à M. Tudjman, avec qui j'ai eu de nombreuses conversations. Pourra en fait faire montre de cela. On pourrait écouter une interception téléphonique entre M. Tudjman et M. Holbrooke, à savoir les musulmans m'ont dit qu'ils allaient tous nous exterminer. Et j'ai demandé comment est-ce que vous allez expulser 1,5 million de Serbes de Bosnie. Et Tudjman dit même si nous ne sommes pas unifiés au niveau des dirigeants musulmans, nous ne pouvons pas compter sur la guerre qui mettra fin à l'expulsion des Serbes, mais nous pouvons en fait nous fier à la Croatie et tôt ou tard les Serbes pourront quitter la Bosnie. On m'a accusé de vouloir faire partie les musulmans de la Republika Srpska. Les musulmans dont il parle ici, les musulmans du SDA, les jeunes musulmans, les intégristes, voulaient que tous les Serbes quittent la Bosnie. Et maintenant, nous voyons la sincérité de M. Izetbegovic, le président du SDA. Et nous voyons également ses tactiques lorsqu'il a dit que si j'avais en fait je pourrais en fait me libérer de toute responsabilité. Mais le président Tudjman a protégé M. Izetbegovic durant la guerre. Nous ne voulons pas qu'il échoue, mais nous voulions en fait un échec politique. Cette idée d'avoir 100% du pouvoir dans une Bosnie à 100%. Ceci constitue en fait une preuve authentique. L'accusation continue et se fourvoie encore une fois. Lorsque l'accusation dit dans un de ses paragraphes que M. Karadzic a préparé des organes et des conditions pour la séparation forcée d'un point de vue ethnique et la création d'un État serbe à partir de la Bosnie-Herzégovine de manière similaire à ce qui s'était produit en Croatie. Comment peut-on parler d'État conjoint alors qu'un État conjoint existait déjà? Et puis dans un autre paragraphe, l'accusation poursuit en disant que les Serbes en Croatie, puisqu'ils nous relient aux Serbes de Croatie, avaient créé des institutions serbes pour résister aux autorités croates, avaient déclaré leur autonomie et leur indépendance et avaient en fait déclaré une indépendance d'un tiers du territoire de la Croatie. C'est comme cela que les choses se sont passées. Nous savions que la sécession était illégale et illicite. Et cette illégalité, eh bien, a fait l'objet d'une résistance de la part des Serbes. Ceci est légitime, mais en ce qui concerne l'accusation, ce n'est pas légitime. En raison d'éléments de ce type, l'accusation semble être un porte-parole plutôt qu'une instance accusatoire dans ce tribunal. Aucun exemple juridique ni aucune instance scientifique ou universitaire a prouvé que la Croatie avait agi de manière légale et que les Serbes n'avaient pas le droit de résister vis-à-vis de cette illégalité. Je veux vous rappeler ce qui s'est passé au niveau des Serbes en Croatie. Les Serbes en Bosnie-Herzégovine étaient la population la plus ancienne. Les Serbes sont arrivés en Croatie il y a 350 ans. Et on leur a donné la Krajina. Mais ce n'est pas la Croatie, c'est l'Empire austro-hongrois, c'est l'Autriche. Et il y avait des combattants et ils ont reçu des privilèges. Ils ont eu des droits autonomes qui leur ont été conférés. On leur a donné un territoire. Et en 1918, les Serbes de la Krajina ont appris qu'un jour, ils devraient quitter ce territoire. Mais la Croatie serait peut-être encore en Yougoslavie. Et si en 1945, la population de la Krajina avait appris que on leur prendrait un jour leur territoire et qu'ils seraient expulsés et que la Krajina ne serait plus en Croatie, je ne sais pas ce qu'ils auraient pensé. Donc le peuple de la Krajina a
reçu la Krajina de l'Autriche parce qu'ils l'ont gagnée en se battant contre l'attaque turque et contre l'invasion turque. Et en 1945, lorsqu'ils sont entrés en Croatie, en fait, ils ont pris le gage qu'était la Croatie, et dans la Constitution, il était stipulé que la Croatie était composée de 2 nations. Il s'agissait de Croates et de Serbes, alors qu'en 1991, la première chose que le HDZ a fait en Croatie était en fait de renvoyer les Serbes de la Constitution et de les considérer comme une minorité, de façon à ce qu'ils puissent leur reprendre la Krajina. Et maintenant, nous pouvons voir ce que le professeur Antonio Cassese a dit en ce qui concerne ces mesures illicites qui ont été prises par la Croatie. Et l'accusation à cet égard continue d'arguer que les Serbes ne pouvaient pas résister en Krajina, comme si ceci était en fait inscrit dans le droit. L'accusation m'accuse d'un ethnocentrisme d'une manière ou d'une autre et me dit que nos motivations étaient d'ordre ethnique car nous souhaitions constituer notre propre territoire tant en Croatie qu'en Bosnie-Herzégovine. Mais en fait, des motifs purement ethniques émanaient des Slovènes et des Croates et des musulmans qui voulaient quitter la Yougoslavie. Il ne s'agissait pas de motifs économiques, raciaux, il s'agissait purement de motifs ethniques qui les ont amenés à cela. Alors que les Serbes n'ont plus de droit pour protéger leurs propres intérêts. Par conséquent, toute crise après la Deuxième Guerre mondiale avait une justification ethnique, notamment entre 1968 et 1971 en Croatie, lorsque Tito a remplacé tout le corps dirigeant croate. Karadzic, après 1968, a participé au mouvement étudiant, était un étudiant, mais était un dissident, mais n'a plus vraiment travaillé dans la politique. Par conséquent, le nationalisme ethnique en 1990 et 1991 a ensuite occasionné ce qui est passé ensuite. Mais les Serbes étaient tenus responsables. Et je voudrais rappeler qu'en Croatie, les Serbes n'ont pas voté pour le Parti démocratique serbe en majorité, mais pour un parti multiethnique d'Ivica Račanin. La Croatie avait beaucoup de partis sécessionnistes, mais les Croates ont voté pour le HDZ, qui était le parti avec la plus forte connotation ethnique, alors que les Serbes ont voté pour le parti qui avait la moindre connotation ethnique. Et on ne peut pas considérer donc les Serbes de Croatie d'être ethnocentristes, ce qui est mentionné par l'accusation. Si nous avons un peu de temps, j'aimerais vous montrer ce que les Serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, parce que la Bosnie-Herzégovine, durant la Deuxième Guerre mondiale, a opéré de conserve avec la Croatie. On peut voir ce qui s'est passé. Il y a Jasenovac qui est de l'autre côté de la Save. Et voilà en fait ce qui s'est passé. Ustaše koje su osnovane 1930. Les Ustashi qui ont été constitués en 1930, d'après ce centre de Wiesenthal, ont tué 600 000 Serbes et ont expulsé 250 000 autres Serbes et ont exigé qu'ils se convertissent. C'était donc selon la théorie de Mile Budak, un écrivain croate et un idéologue. Et en fait, il mentionnait que l'on allait expulser un tiers, on allait en tuer un tiers, on allait en convertir le troisième tiers. Et en fait, il s'agit de la position serbe, c'est mentionné dans l'acte d'accusation. Cependant, c'est de notoriété publique qu'il y aura en fait 3 tiers. Mais l'accusation n'a pas reçu de bons conseils sur le terrain, de façon à ce que l'on puisse leur expliquer exactement ce que l'on entend par oui dire. Et c'est ce que des officiers de renseignement allemands ont dit.
Cela vient toujours du centre Wiesenthal et je voudrais attirer votre attention sur le fait que jusqu'au 17 février 1942, il y avait en fait une évaluation très précise qui avait été faite par les agents de renseignement allemands selon lesquels 300 000 Serbes orthodoxes avaient déjà été tués, avaient été massacrés en utilisant des méthodes sadistes. Et ceci n'a pas en fait été en diminuant. En fait, nous sommes arrivés à 80 000 mais la Croatie était disposée à prendre acte de ces 80 000, mais en fait, il y en avait plus de 500 000 parce que si durant une année, il y en avait déjà 300 000, ça n'a pu qu'augmenter dans les années qui s'en sont suivies. Et on pourrait dire qu'il y a plus d'1 million de Serbes de Bosnie et de Croatie qui ont en fait été tués. Maintenant, ce que l'on m'accuse ou ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation par l'accusation, en fait, je pense qu'il faudrait créer un acte d'accusation qui soit vraiment véridique. Les acteurs changent, mais dans ce cas-là, les dirigeants musulmans et croates devraient également être accusés. Et ce serait dans ce cas-là un acte d'accusation authentique. Comme si Tudjman ou Izetbegovic de 1990 à 1995 avaient établi la formulation de la mise en œuvre d'un plan criminel pour créer une entité ethnique sur une large portion de l'ancienne RFY. Où Tudjman Izetbegovic s'est engagé dans des négociations pour garantir un État commun tout en préparant simultanément des organes, des entités et les conditions pour une séparation ethnique forcée et pour la création d'un État musulman croate qui aurait été créé à partir de la Yougoslavie de manière similaire au processus qui avait commencé en Slovénie, ou plutôt en Croatie par rapport à la Bosnie-Herzégovine. Et puis dans le paragraphe 13, tout est pareil, mais nous changeons en fait les acteurs. Les Croates, les musulmans avaient identifié des territoires considérés comme des territoires musulmans croates. On crée en fait des institutions musulmanes croates séparées pour résister contre l'autorité yougoslave. On déclarait l'indépendance et ont pris le contrôle forcé d'une grande partie du territoire yougoslave en tuant des milliers de Serbes. Et la population yougoslave n'a pas accepté cette décision sur ce territoire. Maintenant, Excellence, messieurs et mesdames les juges de la Chambre, les différents gouvernements et l'accusation ont appuyé ce processus et dans mon mémoire préalable au procès, eh bien, il est beaucoup plus probable que celui présenté par l'accusation. Dans ces paragraphes, il est mentionné qu'il cherchait à établir des armées secrètes républicaines, il voulait s'armer, il voulait violer la résolution des Nations Unies, ils avaient des projets pour refaire vivre l'empire de Croatie. Et les pays occidentaux voulaient en fait réinstituer la monarchie des Habsbourg. Et vous voyez que la population musulmane, durant l'occupation turque il y a 500 ans, il y avait une certaine stabilité. C'est vrai, il y avait une stabilité comme dans un cimetière. Personne ne fait rien, il n'y a aucun mouvement dans un cimetière. Mais la culture serbe, jusqu'à l'arrivée des Turcs, était la culture dirigeante. Et Stefan Lazarevic était le leader en Europe. C'était un poète. C'était un héros qui était très apprécié de ses amis. Et maintenant, la Turquie veut revenir. Et ceci émane d'individus les plus responsables. Nous entendons ces idées qui se font voix dans les années 90. Il y a le ministre de Togo disant que la Bosnie était turque et que la Turquie était bosniaque. Nous reviendrons parce que c'est dans notre intérêt de raviver l'Empire ottoman. Et c'est ce que les Serbes n'ont pas accepté. Et si j'avais un peu plus de temps, je créerai une série où je présenterai une série de preuves pour montrer que les changements terribles en Croatie immédiatement après les élections
ont vu qu'il y avait par exemple de nouvelles mesures contre les Serbes. Il y avait l'amendement qui ne les inclut plus dans la Constitution qui les a réduits à une minorité nationale. Et puis vous avez d'autres mesures qui ont été prises. L'armement secret, par exemple. Et puis nous avions également les expulsions, les meurtres dans des villes, mais également dans des territoires serbes où les Serbes étaient en majorité. Et puis nous avons déjà eu des colonnes de réfugiés, des personnes qui avaient été renvoyées, qui avaient perdu leur emploi. Et l'accusation le savait très bien. Ils l'ont mentionné. Nous avons entendu des dépositions de témoins dans ces différents prétoires. J'ai pu voir également à quoi ressemblaient ces réfugiés. Le président Tudjman avait réhabilité le NDH, l'État indépendant de Croatie. Ce n'était pas un Ustashi, c'était un partisan, mais les Ustashi ont repris le pouvoir et ont occupé des positions dirigeantes, et notamment dans des zones dans la Krajina et à Banja Luka. Donc l'accusation veut dire que ceci n'a eu aucune conséquence, aucune influence sur la mémoire ou la conscience des Serbes de Bosnie. Ils pouvaient voir qu'il y avait Il n'avait plus rien, il n'avait plus de village, plus de passé, plus de présent, plus d'avenir. Et une de ces mesures était la suivante, à introduire des symboles Ustashi, par exemple des insignes qui émanaient de l'ancien État Ustashi. Mais l'accusation pense que ceci n'a aucune importance. Essayons de voir ce que Lord Owen a dit sur ce sujet. C'était un acte provocateur extrême pour les Serbes de Croatie et que le gouvernement de Tudjman ait adopté le drapeau croate indépendant NDH qui avait été utilisé par Pavlic, c'est-à-dire l'échiquier rouge et blanc. Et c'était sous cet insigne que les Serbes étaient tombés durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que Lord Owen a dit, ce n'était pas un acte de provocation, c'était encore plus que cela, c'était terrifiant, tant pour les Serbes que pour les Juifs. Et ceci correspond au titre d'un livre qui a été écrit par Goldstein, un Juif de Croatie, qui dit qu'en 1941, c'est l'année de son retour. Mais l'accusation dit: ne vous inquiétez pas de ces insignes, il s'agit simplement de gages, de gestes. Mais je pense qu'il faudrait voir ce que là signifie le ministre. Voyons ce que les ministres Spiegel et Bokovac disent, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Il y a 9000 officiers de la JNA et 18 000 soldats de la JNA sur la totalité du territoire de la Slovénie, la Croatie et certaines parties de la Bosnie. Nous avons maintenant environ 80 000 personnes qui sont armées de Kalachnikov. Nous allons résoudre CNIN la manière dont nous allons les massacrer. Nous avons la communauté internationale. Et notamment maintenant, lorsque cette guerre est en Serbie. Milosevic, oui, maintenant, il y a 2 jours après, il a gagné. Les Américains ont offert de nous aider, mais jusqu'à présent, ils avaient simplement spéculé. Ils avaient dit maintenant, ce serait ainsi 1000 blindés, des véhicules, etc. et je ne sais quoi d'autre. Et il faudront des armes et du matériel pour 100 000 soldats, et ceci gratuitement. Et à CNIN, on liquidera tout le monde. On a une reconnaissance internationale pour ce faire. Et en particulier, maintenant que cette pute l'a emporté Milosevic, oui. Et les Américains, le lendemain de sa victoire, nous offrent leur aide. Et jusqu'à ce moment-là, ils atermoyaient. Le président, peut-on arrêter la vidéo, s'il vous plaît? Why it is not translated? Monsieur Karadzic, pour quelle raison n'interprète-t-on pas? Il faudrait que l'interprétation soit viva voce. Ces propos du ministre Spiegel sont réitérés de manière tout à fait claire et doivent être interprétés simultanément dans le prétoire. Le président,
Je suppose que nous avons entendu l'interprétation. Poursuivant. Poursuite de la vidéo. 1000 soldats avec l'équipement, l'armement entier, sans qu'on ait à débourser un sou. L'armée n'a rien à faire ici. Tuer, fusiller sur place, dans les rues, partout. Prendre un pistolet et tirer dans l'estomac. Ce ne sera pas une guerre conventionnelle, ce sera une guerre civile. Il ne faut pas avoir de miséricorde ni pour les femmes et enfants. La bande est inaudible, note de la cabine. Descendre, poursuite de la bande, descendre, ne prêtez pas attention aux femmes, aux enfants, peu importe, on s'en occupe pas. Liquidation physique, reprise de la voix du commentateur. Et les enfants, rien du tout, peu importe. Les Serbes ne seront plus jamais en Croatie. Nous servirons de tous les moyens, Monsieur Karadzic. Croyez-moi, ils ont fait tout, même pire, tout ce qu'ils ont annoncé à la fin de l'année 1990, alors qu'ils faisaient bel et bien partie de la Yougoslavie à ce moment-là. Pour une partie de leur population, la partie serbe, eh bien, ils leur ont réservé la liquidation, des massacres. Et ce qui a été promis à ce moment-là, comme par exemple lors de la création du HDZ, Dalibor Brozovic a dit que la Croatie serait défendue sur la Drina, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou Šime Đorđan, qui est d'origine serbe, un extrémiste croate, qui a dit que sur une montagne serbe, en surplombant Sarajevo, on verra l'échiquier croate. Ce n'est pas ce qui s'est produit en 5 ans, mais ce qui s'est produit, c'était une réitération à l'identique de ce qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, et on a vu partir des colonnes entières de ces réfugiés qui prenaient la fuite de Croatie. Le procureur, comme le monde entier, a accès à ces éléments. Tout le monde sait comment cela s'est terminé. Mais cela n'empêche pas le procureur d'affirmer que je me suis contentée de regarder ce qui arrivait aux Serbes de Croatie et que c'est en fait sur la base de cela que j'ai mobilisé, que j'ai incité les Serbes de Bosnie à se défendre. Donc je n'avais pas de raison d'inquiéter les Serbes de la Krajina, ou plutôt leur exemple m'a servi, et en tant que leader des Serbes de Bosnie, eh bien, je me suis servi de cet exemple pour les avertir de ce qui risquait de leur arriver. Le procureur dit que je n'avais pas de raison valable pour faire cela. Excusez-moi, je trouve que l'acte d'accusation n'aurait jamais dû être dressé contre moi et que le mémoire préalable de l'accusation aurait dû être de bien meilleure qualité. Nous avons des promesses de 2 ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense croate. Eh bien, si cela ne constitue pas un danger pour les Serbes, un avertissement aux Serbes de Croatie, écoutez, il aurait fallu qu'on soit plongé dans une anesthésie profonde. On aurait dû se laisser massacrer comme les Serbes de Knin. Voyons maintenant comment l'accusation articule cela. Qu'en dit-elle? Si on l'inverse, il suffit d'inverser les noms et les protagonistes. Voilà, là nous avons le véritable acte d'accusation.
Karadzic et la direction des Serbes de Bosnie étaient au courant de la nature et de l'objectif de la campagne d'armement croate, de la création d'une armée illégale, en passant par l'hypertrophie de la police et de la garde nationale, tout comme par des licenciements des Serbes sur des bases ethniques, des meurtres dans des villes, des amendements constitutionnels adopté d'ores et déjà par la constitution communiste. Ils savaient que les Serbes en Croatie vivaient dans la peur parce que les Ustashi de la diaspora croate étaient revenus dans le pays. La Croatie cherchait une sécession unilatérale de la Yougoslavie. La position des Serbes en Croatie était menacée. La constitution a été modifiée au détriment des Serbes. Karadzic était au courant de la position des Serbes de Krajina et la nouvelle direction croate estimait que modifier la position des Serbes était sa première priorité. Les licenciés, etc. Karadzic a apporté son soutien aux Serbes de Croatie et il les a cités en exemple du comportement que devaient adopter les Serbes de Bosnie si jamais la Bosnie devait suivre la voie de la Croatie. Ça, c'est le véritable acte d'accusation, mais le procureur ne veut pas le signer. Il m'attribue à moi la responsabilité parce que j'occupais un poste de responsabilité et effectivement, je l'ai occupé. Voyons quelle est la situation et comment se présentent les paragraphes 15 et 16. Mais voyez-vous, au terme de la nouvelle constitution, quelle est cette nouvelle Croatie? C'est un État du peuple croate et des minorités, à savoir des Serbes, des Tchèques, etc. Or, les Serbes ont apporté la Krajina qu'ils ont reçue de l'Autriche lorsqu'il y a eu création de la Croatie. Et le ministre Bojkovac, on l'a entendu parler au début de l'année 1990 et en janvier 1991. Eh bien, lui, il adopte la position suivante. Il a du repentir maintenant. Et il dit, ni la Yougoslavie ni les Serbes n'ont attaqué la Croatie, ça a été l'inverse. Et voyons plutôt comment cela s'est présenté. Nous avons un soldat, un militaire, à Split, Sacho Gershovski, il est macédonien, il sert donc, il fait son service militaire dans son propre pays en mai 1991. Une vidéo est visionnée. Des attaques ont été lancées par des extrémistes, des nationalistes enflammés à Split. Sacha Gershovski, un militaire, a été tué. Et ce ne sont que quelques exemples d'atrocités qui ont été commises, par exemple, à Zadar. Monsieur Karadzic, Bjelovar, Split, l'armée qui est déployée dans son propre pays. Et voyons comment ses membres perdent la vie. Sacha Gershovski, il est fils de quelqu'un. Il a des parents. Il a ses proches, sa famille en Macédoine. Et voyons maintenant ce que dit Warren Zimmerman, qui n'avait pas de sympathie à l'égard des Serbes. Il dit que la JNA était une force légitime, c'était l'armée yougoslave. Or, le procureur me reproche d'avoir apporté mon soutien à la mobilisation et au départ des recrues dans les rangs de l'armée, qui n'était que la seule armée légitime de cet État. Et il a établi un lien entre le SDS et l'armée. Je vous dirais, Excellence, le SDS, qui n'était pas un parti communiste, eh bien, il était traité de la même façon que le SDA-HDZ par l'armée. Il ne pouvait même pas passer la nuit dans les localités où le HDZ et le SDA étaient au pouvoir. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils se replient
place dans les localités serbes. Ils ne nous aimaient pas, ils n'avaient pas de sympathie pour nous, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en sécurité, ni leurs hommes, ni leur équipement, là où le HDZ ou le SDA était au pouvoir. Et nous étions les seuls à envoyer les hommes dans les rangs de cette armée, parce que pendant une année entière, les musulmans, les Croates n'y sont plus allés. Ils ont même retiré leurs officiers. Ils se sont mis à créer leurs propres armées. On vous dira que la JNA est devenue une armée serbe. Dans toutes les républiques, toutes les armées ont été créées à partir de la JNA, mais cela s'est fait graduellement, puisqu'ils ont créé leurs unités armées sur une période prolongée, tandis que les Serbes l'ont refusé jusqu'à ce qu'on ordonne que l'armée yougoslave se replie de Bosnie. Et naturellement, à ce moment-là, ces hommes ont rejoint leur peuple. Voyons maintenant comment réagit l'Allemagne. En 91, tout comme en 41, elle félicite la Croatie qui est son allié. Je dois dire à l'attention de nos alliés occidentaux de la Première Guerre ainsi que de la Seconde Guerre mondiale que nous devrions peut-être envier les Croates de leurs alliés. L'Allemagne s'est révélée bien plus fidèle que nos alliés ne l'ont fait, et ils nous ont fait beaucoup souffrir par leur attitude. Donc cela démontre que la victoire de l'Allemagne en 1991 est une victoire totale et définitive. Alors, que me reproche le bureau du procureur? Ils affirment que, au fond, notre plus grand péché est d'avoir constitué, donc ma culpabilité d'avoir créé le SDS. Donc, cela constitue un crime lorsque les Serbes créent un parti politique. Or, je précise que les Serbes ont été les derniers à créer un parti politique sur des bases ethniques en Bosnie-Herzégovine. 4 mois avant les élections, ils ont été les derniers. Tous les autres s'étaient déjà dotés à ce moment-là de partis politiques, ont déjà rendu public les programmes de leur parti. Et maintenant, on s'inquiète parce que les Serbes ont exigé finalement à ce moment-là d'avoir leur propre parti. Donc, ils mettent sur pied leur parti, ils créent l'Assemblée, ils participent aux élections. Donc, ils font tout cela d'après le procureur parce qu'ils veulent créer leur propre État en Bosnie-Herzégovine et parce qu'ils veulent chasser les Croates et musulmans de cet État. Le procureur aurait dû préciser de quel crime est coupable cet accusé. Non, il culpabilise le peuple entier et toutes les activités que ce peuple déploie, politiques ou autres, sont considérées comme faisant partie de l'entreprise criminelle commune. Donc, tous les souhaits des Serbes. Or, qu'ont voulu les Serbes? Eh bien, ils n'ont fait que réagir face aux actions des autres. Et le procureur omet de replacer cela dans le contexte. Il omet d'en tirer les conclusions qui s'imposent. S'il n'y avait pas eu d'action dans un premier temps, quelles auraient été les réactions serbes? Y en aurait-il eu? On nous dit que c'était légitime que l'armée de la Republika Srpska agisse sur la Žepa et la Srebrenica. Mais comment les Serbes auraient-ils commis des crimes s'il n'y avait pas eu de provocation? Le parti serbe, le SDS, on nous dit qu'il a été créé pour mener à bien des projets qu'on n'a jamais eus, qui nous ont jamais effleuré l'esprit. Sur la base des efforts déployés par ce procureur, des personnalités éminentes telles que M. Krajišnik ont été condamnés. Il a été condamné à 20 ans de prison, comme s'il avait été à la tête d'une bande de vauriens. Or, il a été à la tête d'une assemblée démocratique. On a condamné des personnes qui, soi-disant, auraient attaqué une population civile. Or, ils ont répondu à des attaques
attaque d'une armée qui comptait 3 fois plus d'hommes qu'eux et qui s'est livrée à des actes de bestialité, à des meurtres terrifiants. Alors, je connais l'homme dont la tête est brandie ici. Ça se passe en Bosnie. C'est l'armée contre laquelle ont combattu mes généraux sur leur propre territoire, en défendant leur territoire, en se contentant de ne faire que cela face à des combattants qui étaient prêts à se faire prendre en photo en faisant cela. Et puis le procureur prétend que les Serbes n'ont pas fait face à un monstre déchaîné. Ils font comme si on avait en face un agneau innocent que nous nous sommes contentés, que nous avons maltraité. Le problème de fond que rencontre le procureur, eh bien, c'est la création du SDS. Il dit c'est un parti centralisé avec un numéro 1 qui est un autocrate. Mais voyons tout d'abord, qu'en est-il de l'armée, de la police, du parti chez les Serbes? On ne peut pas avoir un comportement autocrate chez les Serbes. Vous ne pouvez pas gouverner les Serbes en ayant recours à la violence. Ce n'est pas possible. Voyons ce que prône ce leader, ce dirigeant. Le besoin du procureur de faire penser que je suis un monstre, eh bien, est le fait qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, la voie la plus simple est de me représenter comme étant un monstre. Ils ne peuvent pas chercher à me représenter sous mes traits réels. Le procureur reconnaît que je n'ai commis aucun acte criminel et c'est très important, cette affirmation, mais c'est aussi très risqué pour le bureau du procureur. Si je n'ai commis aucun crime, aucune infraction, si cela a été fait par ceux qui ont partagé les mêmes valeurs que moi, alors une question se pose. Pour quelles raisons l'ont-ils fait? Le procureur affirme qu'ils l'ont fait pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais c'est tout à fait absurde, c'est tout à fait paradoxal d'attribuer à la partie serbe un comportement qui est totalement opposé à ses objectifs. Par cette attitude, par ce comportement, on ne peut atteindre aucun objectif serbe, voire même les objectifs criminels qui sont attribués à la partie serbe par le procureur. Qu'en est-il de la purification ethnique? Et le SDS, Radovan Karadzic, le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter la guerre. Excellence. Nous allons replacer les choses dans leur contexte. Nous allons rétablir la chronologie. Qu'en est-il des causes et des effets? Qu'est-ce qui découle de quoi? Et cela nous permettra de voir, sur la base de cet examen chronologique, qu'en est-il de la séquence des événements? Qu'en est-il des options en présence? Voyons si les Serbes avaient une alternative. Auraient-ils pu faire autre chose? Le président. Monsieur Karadzic, il me reste 5 secondes, Monsieur le Président. Donc, cela nous permettra de voir que cet acte d'accusation n'aurait pas dû avoir lieu
parce que, au fond, dans cette crise, dans cette guerre, on y trouvera les explications qui exempteront totalement la partie serbe de toute responsabilité. Mais le procureur, par la manière qu'il a choisi d'agir, a complètement occulté cette vérité et malheureusement a réussi à convaincre certains juges de la validité de son propos. Well, we'll break for half an hour. Le président, nous allons suspendre l'audience pendant 30 minutes. All rise. Veuillez vous lever.